À Mandelieu, les responsables des gens du voyage ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Donc vous êtes placé en garde à vue, c'est ça? Oui. C'est pas grave. Vous aussi Malheureusement, on a l'habitude. Malheureusement. Vous aussi, vous placez en garde à Oui, vue? oui, c'est comme ça. On en garde à vue pour le droit, vous avez le droit d'appeler à votre famille, d'être assisté d'un avocat. Le plus jeune d'entre eux a été relâché. Les autorités lui ont expliqué les raisons de leur refus concernant le stade. Le préfet a dit en fait que c'était pas possible du tout de rester ici vis-à-vis de la zone inondable. Ça c'est une excuse extraordinairement bien trouvée, je veux dire. Et la deuxième situation, c'est-à-dire qu'il croit que tous ces petits lapins, parce qu'il est prend pour ces lapins en fait, il les a regardés en rigolant et leur a dit moi de toute façon j'ai les moyens de vous faire dégager d'ici en gros. Il est 20 h, monsieur le préfet est bien décidé à remettre de l'ordre à Mandelieu. Ça arrive souvent, Charlie, que le préfet est sur place? Non, c'est très rare. C'est la première fois en plusieurs années que je vois que les autorités préfectorales sont sur place. On ordonne à Charlie d'avancer les fameuses dépanneuses réquisitionnées. Seulement voilà, il y a un problème de taille. Charlie en informe le commandant de compagnie. Par contre, ils ont collé tous les véhicules les uns contre les autres, on ne pourra pas les prendre avec leur truc. Ils ont collé? Oui, bien sûr. Ben oui, ils sont pas cons. Donc je fais ramener les camions, mais... Oui, on va les ramener. Oui, mais ils ne pourront pas les prendre. Quoi qu'il en soit, Charlie fait avancer les dépanneuses jusqu'aux premières caravanes. La première, c'est là, monsieur Scofield? Non, la grosse là-bas. Ah, là-bas, pardon, c'est là-bas. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Il dit qu'il va y avoir des problèmes pour l'enlever. Hein. C'est là? Ouais, non, mais même, il dit que... Ah bon, pourquoi? Parce que la caravane, elle a touché par terre. Eh oui. À ce stade, seul le dépanneur peut juger si l'opération est possible. Tout l'état-major est suspendu à sa décision. On accroche au 4x4 seulement. Tu peux, ouais. Le dépanneur va pouvoir soulever la caravane avec ce véhicule plus petit. La deuxième, c'est laquelle, monsieur le sous-préfet, après? Mais à ce moment-là, coup de théâtre. Les dépanneuses vont finalement repartir à vide. Les gens du voyage constatent que les autorités ne lâcheront rien. Ils décident d'abandonner la confrontation et de partir. Les caravanes font demi-tour une à une. Charlie n'avait jamais vu ça. Ils ont l'habitude de tout bloquer et puis qu'ils aient satisfaction, c'est-à-dire que l'autorité cède. Et puis là, cette année, non. L'autorité a dit non. Et visiblement, ce soir, l'autorité a eu raison. Le préfet a remporté une manche. Les gens du voyage ont utilisé des méthodes très musclées en vain. C'est la première fois qu'ils n'obtiennent pas leur terrain. Le haut fonctionnaire salue toutes les forces de l'ordre. Il s'en va très satisfait. Ils partent sur notre terrain, mon colonel? Nous, on va se mettre là sur les aires de stationnement des secondes surface et demain ils partent. D'accord. Il lui a dit d'aller se mettre au parking Décathlon. Nous sommes déjà en début de soirée. Le préfet a autorisé les caravanes à passer la nuit sur ces parkings publics. Une seule condition, elles doivent quitter la ville le lendemain à l'aube. Les jours d'après, nous retrouvons les gens du voyage dans l'arrière-pays, à Cabris. Ce grand pré a été réquisitionné par le préfet. Car entre-temps, la justice a donné raison aux gens du voyage. Les terrains proposés initialement par la préfecture n'étaient pas viables. Alors le tribunal administratif de Nice a ordonné au préfet d'attribuer à cette communauté un lieu adapté. Le haut fonctionnaire a choisi Cabris. Par ailleurs, il s'est engagé à créer des aires de grand passage à disposition des gens du voyage. Il veut éviter ce genre d'incident l'année prochaine. Antibes. Cette ville possède tous les charmes pour attirer les touristes. De belles plages, une cité et une bourgade médiévale, et ce vendredi 13 juillet, un événement à la caserne des pompiers.
Là, on met deux tables jusque là-bas. On garde celle-là, on s'aligne là et on voit. Toute la garnison est à la manœuvre pour préparer le fameux bal des pompiers. Il a lieu une fois par an. Exceptionnellement, la grande cour est ouverte au public. Alors toutes les énergies sont mobilisées pour transformer l'endroit. Le président de l'association des pompiers d'Antibes, Sébastien, organise la fête. Laisse comme ça pour l'instant. Quand tu vas attendre, il est trop là. Il est trop. Pas en uniforme aujourd'hui? Non, ce soir. Aujourd'hui, j'ai fini la garde ce matin, donc je viens les aider de repos. Voilà, puis bon, c'est agréable de temps en temps d'être en train de travailler comme ça, avec un petit débardeur et sans les rongers. La tradition du bal permet de rencontrer les pompiers et de découvrir leur travail autrement. C'est une des seules fois dans l'année où les gens viennent nous voir dans de bonnes circonstances, dans lesquelles ils ne sont pas en détresse, ils n'ont pas d'accident, ils n'ont pas de feu chez eux. Et donc c'est vraiment hyper convivial. Il y a des familles qui viennent, on voit les Antibois, on voit quelques touristes qui viennent avec leurs enfants, les grands-parents, un peu tout le monde. Et on essaie de le recevoir le mieux possible. Et c'est aussi notre fête à nous finalement. Mais avant la fête, la caserne reste opérationnelle toute la journée. Les pompiers viennent d'être appelés pour une urgence. Deux camions anti-incendie partent sur un gros sinistre. A priori, c'est un feu dans un magasin. Il y a au-dessus des habitations. On n'a pas plus de précision. Il y a la FPT, elle valorise sur les lieux. En fait, c'est une demande de renfort des pompiers de Valoris, une commune voisine à 15 minutes d'Antibes. Des équipes déjà sur place affrontent l'incendie. Dans un tabac-presse, ils ont éteint un tableau électrique en feu à leur arrivée. La fumée est encore très épaisse. À l'intérieur de la boutique, des arcs électriques rendent dangereuse la progression des soldats du feu. Qu'est-ce qui peut exploser, Marc? À l'intérieur, hein. À l'intérieur. Tant qu'on ne sait pas ce qui brûle, et tant qu'ils n'ont pas coupé le courant, il y a un risque électrique. Les pompiers sont inquiets, car la boutique se trouve juste sous des habitations. Donc là, on va voir, on va péter le Valoris, je du bas. Pourquoi tu me fais évacuer l'immeuble derrière? Pour les résidents, il y a un risque d'explosion, et pas seulement. C'est plus dangereux la fumée que les flammes. Et souvent, les gens ils sont pris par la fumée avant d'être atteints par les flammes. Ouais. C'est pour ça que là, je pense qu'ils lancent l'évacuation de l'immeuble en prévention. Tout de suite, Claude prend quelques précautions. Ben là, j'ai mis le coup de poing d'arrêt sur la cabine pour éviter que des gens appellent l'ascenseur tant que le courant n'est pas coupé, pour qu'ils puissent se retrouver coincés dedans. Un porte-à-porte pour sauver des vies. Vous êtes tout seul, mettez un t-shirt, on va sortir, monsieur. Vous allez sortir? Oui, mettez une paire de chaussures, on y va. Allez. En moins de 5 minutes, les pompiers ont évacué une trentaine d'habitants. Ok, on voit le Skydome alors. Allez-y, madame. Vous allez là-bas alors, là où il y a tout le monde? Et j'arrive, je viens vous parler. Allez, Pourquoi tu pourrais éteindre un peu encore? Non, pas encore. Un an auparavant, un autre feu s'est déroulé dans cet immeuble, traumatisant les résidents. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les flammes d'ici, les flammes de l'autre côté. Ils ont tout touché. C'était catastrophique. Cet appartement s'était embrasé en pleine journée, alors aujourd'hui, certains ont tout de suite compris le problème. Je suis rentrée chez moi, j'ai senti l'odeur. Donc c'est une odeur qu'on n'oublie pas. Donc je me suis dit, je vais descendre, je vais voir ce qui se passe. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait de la fumée. Qu'il y a la fumée. Du côté du tabac, les pompiers ont réussi à endiguer le feu. Sylvain s'équipe avec l'appareil respiratoire isolant. Ce matériel permet de rester longuement à l'intérieur. On va aider à faire les déblais pour sortir tout ce qui a brûlé, pour éviter que ça reprenne. Une fois équipé, Sylvain peut pénétrer dans le magasin en toute sécurité. Très vite, une scène de désolation s'offre à lui. Tout autour du comptoir, la boutique est carbonisée. La réserve est dans un sale état. On va mettre 2 heures. On va mettre ça va être long.
Attention, on jette ça dehors déjà. Ça va être long tout ça. Les pompiers isolent les produits les plus à risque. Ces éléments sont très chauds. Des flammes peuvent ressurgir. En parallèle, une autre équipe sort un appareil de ventilation pour désenfumer l'établissement. C'est très efficace, oui. Pour des petites surfaces. C'est bon? Le propriétaire du tabac vient d'arriver. Heureusement, l'incendie a démarré pendant sa pause déjeuner. Au début, c'est choquant, mais après, forcément, on réfléchit, on se dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ça sert à rien de le vivre autrement. Hein. Non, papa, t'es encore là. Surtout que c'est une affaire qu'on a repris il y a 8 mois. Quoi. On a déjà eu un cambriolage, et maintenant un incendie. L'équipe ne s'attendait pas à gérer un grave incendie le même jour que le bal. Drôle de coïncidence, depuis quelques années dans la région, le 13 juillet est devenu un jour maudit. C'est quoi l'année dernière? Le sous-sol? Où? À Valmoré. Ouais. Et l'année d'avant, c'était l'établissement La Frontale. L'établissement La Frontale. Entre 3-4 ans, il se passe quelque chose de très... Au final, 5 engins et 22 pompiers se sont déplacés pour éteindre ce feu. La brigade rentre à la caserne d'Antibes. Les préparatifs pour la soirée ont continué. Mais avant de profiter de la fête, les pompiers vont devoir repartir encore plusieurs fois en mission. Aux urgences, des petites interventions anodines peuvent parfois déboucher sur des cas très graves. Je suis au camping, j'ai pas le nom, j'ai pas de contre-appel. Ce matin à Fréjus, Christina est la médecin de garde pour le SMUR. Elle doit immédiatement rejoindre un homme en détresse. On part sur un patient de 65 ans, inconscient, apparemment des antécédents d'épilepsie. J'en sais pas plus en fait. Hein. Les pompiers ont fait un bilan et disent que le patient est toujours inconscient en train de convulser. C'est horrible. Le patient est en vacances dans la région. Il séjourne dans ce camping. Les pompiers sont arrivés les premiers. Bonjour. Ah, c'est dans la douche. Salut. Nous, depuis notre arrivée, il est inconscient. Personne ne l'a vu tomber. D'accord. Et il y a un trauma. Voilà. Et donc toi, quand tu arrives, il est déjà, il a déjà arrêté de convulser. D'accord. Vous pouvez me serrer la main? Bonjour. Christina essaye d'entrer en contact avec le monsieur. Serrez-moi la main. Le patient réagit à peine. Serrez-moi la main. Impossible pour lui de parler. Voilà, il y a les pompiers, c'est l'équipe du SAMU. Vous avez eu une crise d'épilepsie, là. L'homme ne sort pas de sa crise. Christina commence à avoir des doutes sur sa maladie. Son épouse, elle est dehors, c'est ça? L'urgentiste veut en savoir plus sur ce patient. Oui, bonjour. Je suis le docteur Régéal, médecin du SAMU. Du coup, vous, c'est qu'est-ce qu'il a trouvé en fait? C'est le monsieur là avec les lunettes qui l'a trouvé. C'est vous qui l'avez trouvé, monsieur, c'est ça? I found him, I went down, I heard him crying, blooding, and he was shaking. Shaking, yes. Ok. Et donc il a déjà, il a de l'épilepsie en fait, excusez-moi, c'est ça, il a de l'épilepsie? Ah, moi je l'ai jamais vu en des épilepsies. Hein. Ah, d'accord. D'accord, non, parce qu'on m'a transmis qu'il avait de l'épilepsie. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Ah, d'accord, donc il n'a pas de traitement. Aucun traitement. Aucun médicament. Cholestérol, aucun traitement. Il n'a aucun problème de santé, votre mari? Apparemment non. Rebondissement, le diagnostic de départ n'était pas le bon. Monsieur. L'épilepsie existe seulement si les crises se répètent. En fait, il a un réveil qui fait très épilepsie, hein, mais une épilepsie à 65 ans, c'est peut-être plutôt une hémorragie. Tu vois. Le monsieur est très agité. Monsieur, calmez-vous. Essayez de mettre le bras dans le... Monsieur, gardez le masque. Non. Monsieur, calmez-vous.
Il a sûrement convulsé, en fait. Et le réveil ne peut pas se faire... c'est pas comme un interrupteur, on ne peut pas faire on-off, je convulse et ensuite je me réveille, tout va bien. Le cerveau, il se remet de ce qui se passe, il s'agite et puis après, il rephase un petit peu toutes les informations. Monsieur, l'équipe médicale, d'accord? Allez, calmez-vous. On te dit un mot ou pas? Mais le patient ne répond toujours pas. Son état n'évolue pas. L'homme est toujours inconscient. Sa famille s'inquiète. Ah bon? Et là, ça y est, il a pris conscience? Non, tout doucement encore. Hein. C'est là pour le moment. Franchement, madame, il y a tellement de possibilités que je ne veux pas vous dire. Ça fait partie des possibilités, oui. Bougez pas, s'il vous plaît. À ce stade, Christina penche pour une hémorragie cérébrale, plus communément appelée un AVC, un accident vasculaire cérébral hémorragique. Il vous entend, mais probablement qu'il ne comprend pas encore exactement ce qui se passe. Hein. Christina va devoir continuer ses investigations. Direction, les urgences de Fréjus-Saint-Raphaël. Non, il faut garder ça, monsieur, c'est important. Voilà, hein, c'est important, on vous emmène à l'hôpital. Ne tirez pas sur votre perfusion, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on est arrivé à l'hôpital. D'ici, elle va pouvoir procéder à des analyses plus poussées. Elle a à sa disposition des outils de pointe. Le scanner permet de reconstituer des images du corps en 3D. On va vous faire un examen de la tête. Vous vous laissez faire tout simplement. On s'occupe de tout, d'accord? Ça ne fait absolument pas mal. Le patient ne s'est toujours pas exprimé. Christina continue néanmoins de le rassurer à chaque étape. C'est très bien, ne bougez pas. Si on ne communique pas, si on n'explique pas, le peu de conscience qu'il a peut-être, ça va suffire à l'énerver, l'agiter. Moi, j'ai besoin qu'il reste calme, donc je préfère prendre ce temps-là en me disant peut-être que ça va être le petit détail qui fait que je vais pouvoir lui faire l'examen dans des bonnes conditions, quoi. Si je peux éviter de mettre des produits pour le shooter, juste en ayant des petits mots de réassurance, j'aurais tout gagné et c'est cool. L'homme ne bouge pas pendant le scanner. Les images sont donc précises. Elle confirme les premières intuitions de Christina. Du sang dans la tête est bien responsable de la crise d'épilepsie. Ça saigne. Ouais. Ça saigne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une hémorragie dans le cerveau. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits points. Une hémorragie dans le cerveau, c'est toujours grave parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Hein, le saignement, il peut continuer, en fait, hein, surtout dans les premières 24 heures. Et puis, voilà, c'est possible qu'on soit au maximum de l'état de conscience du patient. C'est très aléatoire, en fait. On n'a aucune visibilité, mais oui, c'est grave. Mais l'enquête médicale n'est pas encore terminée. Christina suspecte encore autre chose. Ah non, il est juste un gros fumeur. Ah. Si. Cette fois, ça va être un petit peu plus long, hein? Oui. Alors, gardez la tête bien droite. Et les résultats ne vont pas être bons. Cet examen plus poussé permet de déceler plusieurs tumeurs cancéreuses au niveau du cerveau. Il y en a au moins 4, non? Là, on a vu qu'il y a au moins 4 ou 5 images de tailles différentes, un petit peu disséminées partout. Avec les radiologues, on a décidé de checker le reste du corps pour voir où est-ce qu'il peut y avoir d'autres masses. C'est une mauvaise surprise, quoi. Très mauvaise surprise, ouais. Et les mauvaises nouvelles continuent. Ce cancer s'est propagé dans le corps du patient. Ce scanner permet même de retrouver la source de la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? En fait, on découvre d'autres images, là dans le poumon en l'occurrence. C'est plutôt évocateur d'un cancer qui aurait des localisations dans le cerveau, qu'on découvre comme ça, hein, finalement. Absolument pas connu chez ce patient. On la voit, hein, il a une masse. Ouais, une masse pulmonaire. Puis c'est gros quand même au pulmonaire. Ah oui, c'est gros. Ouais. Il y en a peut-être ailleurs. Hein. Cette crise d'épilepsie était donc une manifestation de ce cancer. Un cancer du poumon généralisé avec des métastases au cerveau. Donnez-moi la main. Le patient est transféré au service de réanimation
il finira par se réveiller. L'homme a alors été pris en charge par le service de cancérologie pour traiter sa maladie. Retour à Antibes, à la caserne, les préparatifs du bal du 13 juillet touchent à leur fin. Non, 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 non. Faut que tu ailles à droite, il est pas centré. Non, mais attends, il est pas dessus. Oui, mais il sera pas centré quand même. Pour l'occasion, Franck a décidé de se lancer un défi. Et regarde, en même temps, tu fais... Pardon. C'est moi, je l'ai. Hein? Ouais, nickel. Tu prépares quelque chose ce soir, Franck? Oui, un petit show surprise à la guitare, la Marseillaise. C'est bon là? Tu vas jouer comment, comme Jimi Hendrix ou... On va essayer, on va essayer. On va essayer à la Jimi Hendrix. Regarde, comme ça. Ah ouais. T'as juste à tirer. Ah ouais, nickel, ça part. Le pompier a même pensé à une mise en scène pour sa prestation. Avec des projecteurs qui font le phénomène d'ombre chinoise. Et après la Marseillaise, le drapeau qui va tomber. Et là, surprise. Alors, Franck va-t-il réussir sa surprise ce soir? Pas le temps de peaufiner son show, le pompier est appelé sur une intervention. Ah, il est derrière, putain, je comprenais pas. C'est pas... Moi, c'est allé là, faut y aller, faut y aller. Un enfant de 5 mois, il s'est brûlé. 5 mois? Ouais, il a les jambes rouges et les taches. C'est quoi les risques d'une brûlure? Il faut faire un choc et vite partir dans l'inconscience et après dans tous les trucs qui entraînent détresse vitale. Pour l'instant, les pompiers ne savent pas comment ce bébé s'est brûlé, ni la gravité de ses blessures. Et le 5, il est en montant. Tout en haut? Ouais, presque tout en haut. Une équipe médicale des sapeurs-pompiers est déjà sur les lieux. Franck et ses collègues se rendent dans cette maison louée par une famille anglaise. Bonjour. La petite fille a été ébouillantée au niveau de la cuisse et de l'épaule gauche. And what did you do after? In the same cold water. Put her in with cold water. Okay. How long? 20 minutes. And then we called an ambulance. Les parents ont eu le bon réflexe. Il faut refroidir la zone brûlée à l'eau. Cette technique empêche la chaleur de s'étendre. Cela permet également de diminuer la douleur. Les pompiers, eux, enveloppent la petite fille dans cette couverture particulière. Grâce à elle, le bébé va moins souffrir. Je pense que dans les bras de maman, elle va se calmer. Yeah, really like this. So she don't move. Bah alors ma chérie, Sur certaines parties du corps, les brûlures ont fait place à des cloques. Les pompiers avertissent la régulation. Ce centre coordonne les moyens sur le terrain. Il doit avoir à peu près 10% de premier degré et 10% de deuxième degré superficiel. Le premier bilan est rassurant. Des brûlures au deuxième degré superficiel ne laissent pas de cicatrices. Pendant ce temps, la couverture des pompiers commence à faire effet. The product used on her skin, it's burn stuff. And now maybe she feel the cold. Elle a réussi à plus ou moins la calmer parce qu'elle s'endort. D'accord. Elle a 9 mois en fait. So what happened? She was in her high chair and my husband was making her food. And he boiled the water to warm the food up and put the bowl in front of her and she just... La dame est consciente que la situation aurait pu être bien pire. La pression retombe pour elle aussi. Les pompiers se rendent au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins. Par sécurité, cette petite victime va subir un examen général. She sleep? So nice. She looks like mine. À ce moment-là, la mère craque complètement. Don't worry, okay? Calm down. I think it's just a shock. Yeah, I understand you. Calm down, okay? Take some deep breaths. La guérison du bébé va durer 3 semaines. Pour les pompiers,
Fin de mission avec cette famille anglaise. Ouais, on a good, that's fine, don't worry. Okay. Vous êtes dans une région hyper touristique, vous avez des gens qui viennent du monde entier. À la Russie, à l'Australie, aux Japonais. Alors les Japonais, c'est dur, parce que là, c'est carrément une autre culture. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on arrive à parler, l'Italie est pas loin, on fait des gestes, on se comprend bien. Pendant ce temps-là, les réjouissances ont commencé à la caserne. La soirée débute par un repas préparé par les pompiers. C'est du bonheur, que du bonheur. Les quantités sont gargantuesques. 150 kg de merguez et chipolata et 110 kg de frites. Le spécialiste de la pomme de terre est le capitaine Xavier, le patron de la caserne d'Antibes-Juan-les-Pins. C'est le poste stratégique. Et finalement, il n'y a que nous qui travaillons et à la fin de la soirée, il n'y a que nous qui sentons très mauvais. Alors après 2 douches, ça sent encore. Et là, après 2 douches, ça sent encore. Là, c'est la friterie de Constantine en fait. Jean-Michel est né à Constantine, mon grand-père est né à Constantine, c'est une friterie pied noir. Certains s'en sortent mieux. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Sébastien, l'organisateur de l'événement, tient la caisse. Et le coca, la critique bleue, vous allez vers le bar là-bas, vous leur demandez. Tenez. Et merci. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien quand il rentre chez lui, bon, c'est quand même moins bon que nous. Et voilà. Nous on sent l'oseille, lui il sent la frite. Voilà. Mais l'argent n'a pas d'odeur. En effet. Exactement. L'argent récolté servira d'abord à rembourser tous les frais de la soirée. Si on fait un peu de bénéfice, on le mettra en investissement pour renouveler les guirlandes, tout ce qui est un peu vétuste chez nous. Et rarement, on gagnera rarement un petit peu d'argent, mais bon, si on gagne un peu d'argent, ça ira dans l'association. Et on fait ce qu'on fait avec, des dons, des choses comme ça, on fait vivre la caserne avec. Allez, vas-y. 2 frites mayo et 2 chipots pour la case. Okay. Oui, regarde. 2 frites mayo, 2 chipots. C'est parti. C'est pas moi là. Ce soir-là, 80 pompiers de la caserne participent à l'encadrement du bal. En parallèle, une vingtaine continue la mission d'assistance. Je vois que vous êtes blessé. Est-ce que les pompiers sont venus vous porter secours? Oui, ils sont venus. Je suis tombée au lycée en faisant du skateboard. C'est très dangereux le skateboard, faut plus en faire. Et les pompiers sont venus me chercher de suite. Et ils sont adorables, c'était top. Nous avons un faible pour les pompiers. Pourquoi donc? Parce que c'est les seuls qui se dévouent toute l'année pour les autres. Franchement, on leur remerciera jamais assez. Tout au long de la nuit, les pompiers ont accueilli près de 2000 personnes. Pour l'occasion, un DJ professionnel a été engagé. Certains pompiers n'ont pas pu profiter de la fête. Franck a été en intervention toute la journée. Il est revenu spécialement pour sa surprise. Là, tu tiens, d'accord? Et quand je vous dirai, tu tireras là. Franck donne ses dernières consignes à ses collègues. Toi, il y aura la lumière, tu vois là. Il veut que la synchronisation soit parfaite. On va les allumer, on va faire un test. Soit tu appuies sur les deux, comme je te le dis, pour éteindre, ou soit tu débranches. Bon, c'est encore mieux débrancher. Enfin, tu débranches. C'est bon? Sa Marseillaise va-t-elle être le point culminant de la soirée? Au moment fatidique, un autre pompier s'invite derrière Franck et fait l'idiot. Mais le guitariste reprend la main rapidement. Franck fait le show, il électrise le public.
Il est 1 h du matin, la soirée touche à sa fin. Dernier tour de piste pour les pompiers. Le 13 juillet, les soldats du feu relâchent la pression. Ils en profitent, car la suite de l'été risque d'être encore bien chargée. Quand le soleil se couche sur Mandelieu, la Napoule, la ville est calme en début de soirée. Les vacanciers rentrent gentiment chez eux. Mais Mandelieu, comme toutes les autres communes de la Côte d'Azur, subit un fléau la nuit. L'alcool. Les jeunes notamment boivent beaucoup. Pourtant ici, la consommation sur le domaine public est interdite. Régulièrement, Charlie, le patron de la police municipale, est appelé en renfort car la boisson échauffe les esprits. À 2 h du matin, un problème survient dans un bus. Et là, le chauffeur de cette ligne de nuit a demandé de l'aide aux forces de l'ordre. bonsoir, c'est au fond. Bonsoir, c'est quoi ce bordel là? Cette bande de jeunes était très excitée. Elle aurait fait du tapage en gênant tous les passagers du bus. Et cela ne plaît pas du tout à Charlie. D'accord, je veux des papiers d'identité. Vous devez les avoir sur vous, c'est obligatoire. Et dans le bus, on fout pas le bordel, c'est clair? Qui c'est qui a foutu le bordel? Je vous jure qu'on n'a pas foutu. Qui a foutu le bordel? On va juste un peu trop fort. En plus, vous êtes bourrés là. Non. Vous n'avez pas bu d'alcool? Bon, un par un, on prend les identités. Un par un, ils descendent. Un par un. Allez. A priori, ces jeunes ne connaissent pas leurs limites. Ils n'ont même pas conscience du désordre causé. Dernier jour de vacances, on a voulu s'amuser. Ils ont mis la musique, c'est tout, pas de problème. Il n'y a eu que ça. Bah, ils ont chanté et tout, ils ont gueulé dans le bus, mais il n'y a rien de malade. Pourtant, le conducteur les avait mis en garde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a un, ça fait 4 fois que je m'arrête, 4 fois que je viens d'arrêter de boire carrément baissé, le black qui boit carrément dans le véhicule, il a sa bouteille de Jack. Il a là? D'accord, super. Circonstance aggravante, ces jeunes ont bu dans le bus. La bouteille d'alcool, elle est où? Je l'ai pas. Venez. Si je la trouve, la bouteille d'alcool, ça va vous coûter cher, monsieur. Allez, donnez-moi là tout de suite, la bouteille. Allez, dépêchez-vous, la bouteille d'alcool. Dépêchez-vous, monsieur. Dépêchez-vous, vous allez mal finir. Malgré l'évidence, ils ne coopèrent absolument pas. Mais je l'ai pris, je l'ai lâché depuis tout à l'heure. Vous l'avez lâché où? Je l'ai lâché tout à l'heure, j'étais assis là, demandez-lui. Quel âge vous avez? J'ai 18 ans. Parfait, allez, on vous emmène. Donnez-moi vite. Ça me fait pas rire, moi. Ça me fait pas rire, moi. Non, en vrai, donnez-moi la bouteille tout de suite. Je n'ai pas... Le policier est persuadé que la bouteille se trouve encore dans le véhicule. Je suis avec mon meilleur ami. Oui, et alors? Non, vous rentrez nulle part, monsieur. Pourquoi on rentre pas? Parce que vous êtes ivre. Où est-ce qu'elle est, la bouteille d'alcool, monsieur? Monsieur, si vous voulez rentrer chez vous, donnez-moi la bouteille d'alcool maintenant. Elle est là. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Allez, vous descendez, monsieur. Vous descendez, vous ne restez pas dans le bus. Bon, allez. Ce jeune refuse de suivre gentiment les policiers. Il aggrave son cas. Vous venez gentiment, je vais vous menotter, d'accord? Vous descendez tout seul. Parce qu'on va discuter ensemble dehors. Oui, vous allez rentrer après. Vu son comportement, il est ivre et ne se rend visiblement pas compte de la situation. Comment lui faire entendre raison? Et qui c'est son meilleur ami là? D'accord. Tu prends monsieur à part, je lui demande son identité. On a tout là? C'est Cyr. Votre nom de famille? Oui. Non, il te prend pour un quoi? Il s'appelle Romolas. Il s'appelle Romolas. Venez me voir, monsieur, venez. Le policier espère que son meilleur ami sera plus raisonnable. Comment il s'appelle? Romolas, son prénom. Et son nom? Monsieur, donnez-moi son nom. Combien pour vous? C'est son nom. Comment? Oui, il s'appelle. Il habite en Bretagne. Il habite chez vous là? Non, oui, pour l'instant il est chez moi parce que c'est mon meilleur ami et il est en vacances ici. Donc on profite un peu, on va à Cannes. Alors, vous avez son numéro de téléphone? Vous l'avez. Je crois que oui. Je pense que ce qui a dérangé le chauffeur, c'est qu'on a parlé un peu trop fort. Et on s'en excuse vraiment beaucoup parce que c'est vrai que on n'a pas donné assez de respect au chauffeur. Malgré l'intervention de son ami, le jeune homme ne met toujours pas du sien.
Monsieur, donnez-moi l'adresse. Non, là je suis sérieux. Je crois qu'il va donner la lumière au chaud. Donne le plus simple. Demain, vous aurez retrouvé votre esprit. Demain, on parlera, il fera jour. Donne ton adresse. Le numéro, l'adresse, l'endroit, ok? C'est où? Comment on dit l'endroit? Bon, allez, on verra demain. Non, allez, non, non, on va vous emmener, on verra demain. Non, non. Il est chez moi. Il est chez moi pendant une semaine encore. Il est chez vous? Oui, il est chez moi. Vous le ramenez où, là? On va rentrer à la maison. Demain, monsieur, on vous appelle et je veux son adresse précise. Okay. Si j'ai pas son adresse, c'est vous qui aurez des soucis. Hein. Alors, vous le ramenez, là, il va faire dodo. Hein. Oui, on va dodo direct. Peut-être un peu jouer à Fortnite. Non, vous rentrez directement. Vous rentrez directement. Il y a des caméras de partout. Ça sert à rien de faire le... La bouteille, elle est où, là? Ces jeunes ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Des agents de la Régie des Transports les verbalisent pour trouble à la circulation. Vous payez combien? C'est 135 €. Non, monsieur, vous êtes... Une amende lourde, car le bus a dû être stoppé lors de son trajet. Le chauffeur a désigné le jeune alcoolisé et son ami comme les responsables. Bon, monsieur, parce que vous l'avez pas calmé, vous n'avez pas empêché le problème. C'est moi qui prends 135 €? Ben, je sais pas, vous verrez. Vous n'avez pas empêché qu'il pose des problèmes dans le bus. Si, j'ai essayé. Bon, vous avez essayé, vous n'êtes pas arrivé. Le chauffeur. Alors, maman, il fallait à un moment donné descendre et dire stop, on s'en va. Vous l'avez pas fait. Donc, demain, quand il sera agent, vous pourrez discuter et vous lui demanderez de payer votre amende. Non, monsieur, c'est bon. Ces deux jeunes écopent chacun d'une amende de 135 €. Une somme dissuasive pour éviter ce genre de comportement. Allez, vous le ramenez, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Excusez-nous. Hein. Ouais, c'est ça. Au revoir, monsieur. Allez, au plaisir. Pas de problème sur la route. Hein. Non, c'est par là. Allez, avance. Demain, son collègue va m'appeler, sinon c'est moi qui l'appellerai, pour qu'on ait son adresse. Parce que bien entendu, il sera verbalisé aussi. Hein. Voilà, donc dans les médias, tout est réglé. Mais bon, ça va être comme ça toute la saison. Alcool, alcool, alcool. Incivilité, dispute, bagarre ou accident. L'été, Charlie constate que l'alcool est responsable dans un cas sur 3. Pour pouvoir tenir toute la saison, régulièrement, les policiers municipaux relâchent la pression. Non mais c'est quoi ce pantalon là? Oh sérieux? Ce soir-là, Charlie et une partie de sa brigade sont de sortie. Non mais c'est quoi cette merde? Monsieur le directeur. C'est quoi? Monsieur le directeur. Tu t'es même pas rasé? Eh, on vous attend depuis une... Combien? Vous rigolez ou quoi? Bonsoir d'abord. Ouais, bonsoir. Deux opératrices de la vidéosurveillance de Mandelieu sont aussi de la fête. Comme on est quand même soumis à une pression au travail quand même avec tout ce qui se passe quand même l'été, ben on a décidé de se réunir un petit peu en dehors du travail pour faire un petit repas entre nous et se détendre. On y va? Allez, c'est parti. Allez. On va se changer les idées. Allez, on y va. L'équipe a réservé dans ce restaurant chinois. Pour le dîner, les agents ont le droit à la parole. Ils peuvent même taquiner le patron. Cet après-midi alors. Je commence tôt, moi, le matin. À l'heure où vous vous couchez. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que là, ce soir, c'est agréable parce que nous sommes avec notre petit ourson à nous, comme on dit, comme on l'appelle entre nous. Charlie la mère, c'est notre petit ourson à nous. Donc, il nous materne, il nous protège. On se voit à l'extérieur, on se fait des petits repas comme ça entre nous, c'est sympa. C'est bon pour la cohésion de l'équipe. Alors santé à tous. Allez, santé à tous. Allez, santé. Voilà. Et puis on en est encore plein de repas comme ça entre nous. Hein. Exactement. Allez. Le groupe profite de ce moment convivial. Le quotidien des policiers municipaux n'est pas de tout repos. D'ailleurs, Charlie et ses coéquipiers vont encore avoir beaucoup de situations à gérer tout au long de l'été. Aux urgences de Fréjus, Yoongi est une médecin au parcours atypique. Elle est née au Vietnam. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Yoongi, ça va? Je vais me changer. Je suis en sueur. Je peux rester comme ça, hein, c'est bien aussi. Mais avec les talons, je trouve pas, c'est tout ça. Dans sa jeunesse, elle a connu la guerre. Yoongi
a vu alors des médecins héros sauver des gens au péril de leur vie. Sa vocation pour la médecine vient de là. On a perdu. Chef ou chef? Ça, j'aime ça. Ce soir-là, une mission à haut risque attend la nouvelle médecin de garde. Je m'équipe. Le stylo, les 2 ou 3 téléphones, les gants, et c'est parti. Youngi fait le point avec Wilfried. Il termine son service. C'est la garde de l'enfer. Ouais. Il en reste combien? En 2 ans, j'ai jamais eu une garde comme ça. 32. Parmi les patients aux urgences, un cas très grave, celui d'un vacancier polonais. Un ulcère perforé. Médiastin. Il ne parle pas français, je suppose. Non, il ne parle pas français. D'accord. Il a eu la salle d'IPP. Oui. Et l'oxygène, au début à 15 litres, maintenant à 10 litres. Cet homme a une déchirure dans l'œsophage. Il peut mourir à tout instant. Il doit être opéré impérativement dans les plus brefs délais. Mais pas facile de s'occuper d'un patient étranger. Je sais dire que je t'aime en polonais. Kolemcie. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en polonais. Bah, je peux dire ça. Je peux dire je t'aime aux patients. Et tu peux pas lui demander est-ce que vous avez mal? Non, c'est du polonais quand même, hein. Calme-toi. Hein. Je suis pas polonais. Youngi doit superviser son transfert vers un autre hôpital. Là-bas, les médecins pourront suturer son ulcère par célioscopie. Bonjour monsieur. Vous avez beaucoup mal? Ou un peu mal? Ou beaucoup mal? La docteure essaye de communiquer avec le monsieur. Vous avez de la morphine? Morphine, oui. Je vais vous emmener avec la voiture, moi je conduis pas, hein, à Nice. À Nice, dans le grand hôpital. Oui. D'accord? Ils vont vous opérer à Nice. Le patient n'a peut-être pas saisi les explications de Youngi. Si ça va pas, vous dites docteur. Ok? Vous comprenez? D'accord? D'accord. Ok. On essaye de communiquer avec un patient qui est grave, et déjà lui aussi il essaye de communiquer avec nous, et quand on ne se comprend pas, c'est là on se base uniquement sur les signes vitaux. Il ne peut pas nous prévenir à l'avance, 5 minutes à l'avance, je me sens pas bien. C'est vraiment sur le coup, on s'aperçoit qu'il va pas bien, quoi. Dans le doute, Youngi préfère vérifier les radios du patient pour voir d'elle-même la maladie. Là, sur la radio, là, tu fais vite à voir. Hein. On voit pas le pneu péritoine, là. Mais les signes cliniques ne trompent pas l'urgentiste. Il n'est pas si bien que ça. Vous voyez, il transpire, le docteur il bat vite, des aines du nez, il a du mal à respirer, il respire avec le ventre. Donc il a quand même tous les signes pour dire qu'il ne va pas bien. C'est un transfert qui peut être risqué, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on transfère avec un médecin. Sinon, on prend juste une ambulance et on transfère le patient d'un hôpital à un autre. Et quand il y a un risque vital, là, il faut qu'il soit accompagné par un médecin. Pour Youngi, né au Vietnam, soigner un patient étranger a une signification particulière. Même si on est polonais, on a le droit à la même assistance médicale que pour un Français. Oui, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un mourir. Voilà. Et là, la France, c'est un pays où est-ce que l'être humain est très privilégié quand même. Je pense qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas l'argent, je ne suis pas sûre qu'il aura la même prise en charge. Voilà. C'est important pour vous? Je viens du Vietnam et j'ai fait mes études en France. Voilà. J'ai fait le Blood People à l'âge de 13 ans et j'ai choisi de rester en France. Je pense que j'ai beaucoup aimé ces valeurs-là. Depuis ses 13 ans, Youngi a fait du chemin. Cette maman de 3 enfants travaille ici depuis presque 10 ans. Et ce soir-là, pour sauver son patient polonais, Youngi veut un transport rapide. Je lui ai demandé s'ils ont encore l'hélico parce qu'ils volent encore cette heure-ci. Mais elle hésite, car l'hélicoptère peut avoir un défaut. L'hélico avec l'ulcère perforé, c'est bien que ça va pas. Si, ils volent pas haut. Hein? Ouais, mais dans ce cas-là, ils volent vraiment pas haut, quoi. Avec la variation de pression en altitude, il y a un risque. De toutes les façons, l'hélicoptère n'est pas disponible.
Alors elle fait appel à des ambulanciers. On y va, on part. Ça, vous avez besoin de ça, d'accord? Alors, jeune homme, on va se mettre sur l'autre brancard. D'accord? Ok? Vous ne bougez pas. Don't move. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Youngi suit son patient de près. Des complications peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est parti. Le trajet est long jusqu'à l'hôpital de Nice, 75 km. Pour Youngi, c'est un double stress. D'un côté, son patient polonais, et de l'autre, des situations pour les urgences mobiles peuvent se présenter à Fréjus. Alors par sécurité, elle est suivie par une voiture du SMUR, conduite par Jason. Là, on est en mission. Le seul problème, c'est qu'on est le seul SMUR de secteur et que s'il y a vraiment une grosse intervention qui nécessite nos besoins, ce sera au médecin, du coup, à Youngi qui est dans l'ambulance, de prendre la décision si on doit être détourné sur une intervention qui est plus grave. Fort heureusement, après une petite heure de transport, l'équipe arrive à bon port. Aucun incident de parcours, l'état du patient ne s'est pas dégradé. Je suis remis dans le doigt pourtant. Ça va? Ouais. Ce vacancier va subir 3 opérations chirurgicales lourdes. Il restera 1 mois hospitalisé avant de retourner en bonne santé chez lui, en Pologne. Bon, mission accomplie. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. L'équipe est maintenant libre pour d'autres interventions urgentes. Chaque année, le SMUR de Fréjus-Saint-Raphaël effectue plus de 1200 sorties. Dans le prochain épisode, vous allez retrouver vos anges gardiens de l'été. Au cœur des vacances, ils vont être sur tous les fronts. Charlie va devoir gérer les multiples fêtes de la saison. Avec une consommation excessive d'alcool, certaines personnes perdent leur nerf. Il vient de frapper quelqu'un. Donc si on se connaît, vous devez savoir comment je suis. Exactement, et moi aussi. D'autres, fous de désespoir, veulent se donner la mort en se jetant sous les rails d'un train. Je m'en bats les... Et on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous aider. Cet été, un pyromane sévit à Antibes. En première ligne, Claude, un soldat du feu expérimenté. Le risque, c'est que les flammes rentrent dans la maison et embrasent le mobilier, quoi. Christophe, lui, est toujours présent pour protéger ses coéquipiers. Ouais, attention, t'as le bas qui crache. Et rassurer les victimes. Madame, si on pense à ce qui aurait pu... Allez. Wilfried, urgentiste, va devoir sauver un motard, victime d'un accident de la route. Quand j'appuie là, ça fait mal ou ça va? Est-ce que tu sens tes jambes quand je touche là? Tu sens rien? Christina va tout donner pour réanimer une personne électrocutée à cause d'une ligne à haute tension. Vas-y, branche-toi là et ventile. Plus que jamais, l'été sera chaud sur la Côte d'Azur.